Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, pour une deuxième saison. Et oui, déjà, on va avoir 20 numéros supplémentaires. C'est une deuxième saison qui commence avec la même équipe. Et si on a fait une deuxième saison, c'est parce qu'on y croit. On est persuadé qu'on est capable, tous ensemble, de faire bouger les choses. Comme dans la saison 1, on aura Anne-Constance avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cette saison 2 ? Eh bien écoutez, on va aller dans cette saison 2 plus en profondeur dans les sujets. Première saison, on a découvert les enjeux environnementaux de Mayotte et maintenant on va les décortiquer plus avant avec toujours pour objectif de modifier nos comportements pour mieux protéger l'environnement exceptionnel de Mayotte. Alors pour cette première émission de la saison 2, c'est bien évidemment la nature qui sera au cœur de nos échanges. On va découvrir les zones humides de Mayotte et comment en prendre soin. On aura des invités sur le plateau, on va en parler dans un instant. Mais pourquoi ces espaces sont si importants ? Parce qu'ils sont indispensables à la vie et à la présence de l'homme sur la Terre. L'eau, puisque une zone humide est remplie d'eau, mais elle est aussi remplie de plantes, d'animaux. Et la composition de cet écosystème est indispensable pour que nous puissions bénéficier des ressources dont nous avons besoin pour vivre. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, c'est possible. En tout cas, nous, on y croit. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir les zones humides de Mayotte, ces grands espaces de nature protégée dans lesquels l'eau est centrale pour mieux comprendre l'importance de ces ressources. Nous allons découvrir la lagune d'Ambato à M'Tsangamouji. Notre équipe est allée sur le terrain pour vous montrer la magie des lieux et le travail quotidien des professionnels sur place. Puis, sur le plateau, avec nos invités, on aura Loïc Touvignon de l'AFB, chef de service départemental de Mayotte, inspecteur environnement, Monsieur Ali Dina, également adjoint au maire à M'Tsangamouji, et on aura également Abassi Dimassi de CBNM, chargé de mission connaissance et conservation de la flore et des habitats de Mayotte. Nous allons découvrir les bénéfices en bateau de ce qui a été entrepris. Nous comprendrons quels sont les impacts de l'homme sur les zones humides et enfin nous apprendrons ce qu'est le plan de gestion à Mayotte de ces réserves de biodiversité. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Anguena avec laquelle nous aborderons les chiffres clés et les gestes qui peuvent tout changer. La lagune d'Ambato est quelque chose d'assez unique puisque c'est un des rares endroits où effectivement l'eau douce se mélange à l'eau salée. Nos équipes sont allées à M'Tsangamouji sur la lagune pour découvrir, aux côtés des professionnels, ce qu'est une zone humide. Vous allez voir qu'on y a découvert également une mosquée. Incroyable. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Les zones humides sont les seuls milieux à faire l'objet d'une convention internationale, la convention de Ramsar adoptée en 1971. Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves, il faut dire que ces zones rendent des services indispensables à l'homme. Elles contribuent à notre sécurité en cas d'inondation, de par leur capacité de rétention de l'eau. Elles participent également à l'équilibre hydrologique du territoire et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. À Mayotte, la lagune d'Ambato, située dans le village de M'Tsangamouji, est particulièrement remarquable et protégée par arrêté préfectoral depuis 2005. Donc là, vous voyez tout de suite, on a déjà pas mal d'insectes cotivoles, des libellules notamment. Il y a pas mal d'oiseaux aussi qui traînent autour de cette lagune. À une certaine période de l'année, on a des beaux nénuphars aussi qui sont installés là. Vous voyez derrière aussi, donc, on voit la mangrove. C'est le seul endroit à Mayotte où on trouve une mangrove uniquement constituée de palétuvier petites feuilles. Cette mangrove accueille notamment le crabier blanc, espèce en danger critique d'extinction à l'échelle planétaire. La lagune d'Ambato est donc le lieu de vie d'une faune riche et variée, mais également d'une flore exceptionnelle qui se raréfie. Occupation illégale, brûlis, monoculture, plantes arrachées, arbres abattus, les mauvaises pratiques mettent quotidiennement à mal les zones humides. On peut le voir aussi, il y a pratiquement un petit village implanté au cœur de la zone humide de la lagune d'Ambato. Et là, c'est la mosquée de la lagune d'Ambato.
Comme on est habitué à Mayotte, on a des mosquées partout, c'est bien, mais celle-ci, le lieu d'implantation non plus n'est pas adapté. En plus, souvent, ils agrandissent la mosquée. On voit il y a du béton qui a été coulé pendant les vacances de juillet-août. Là où nous sommes, on voit, ça a été fait récemment. Depuis 2016, la DEAL préside un comité de suivi réunissant la commune, le conseil départemental, des associations ou encore la police de la nature. Grâce à cette collaboration, l'association Jardin assure une présence quotidienne aux côtés des inspecteurs de l'environnement et des agents du conseil départemental. Ces gardiens, souvent accompagnés de services civiques, jouent un rôle de médiateur et sensibilisent la population à l'importance de protéger cette zone unique. Au début, on essaie d'aller à la rencontre des gens qui occupent le site, pour essayer de leur expliquer que le site est important, etc. Essayer de les convaincre de ne plus planter. Et puis dès qu'ils s'arrêtent, on voit la nature d'une façon naturelle, elle reprend tout de suite sa place. Après 2 ans d'action, les résultats de cette sensibilisation sont très encourageants. La DEAL travaille par ailleurs à l'élaboration d'un plan d'action en faveur des zones humides du département. Celles à prendre en charge sont hiérarchisées et priorisées en fonction de leur fonctionnalité, de la biodiversité qu'elles accueillent et des menaces qu'elles encourent. Objectif, sanctuariser ce patrimoine local aux nombreuses vertus. La seule richesse qu'on a, c'est notre nature. Le développement économique de Mayotte, je pense que le côté touristique doit jouer un rôle essentiel. L'idée, c'est d'essayer de créer un sentier pédagogique en lien avec la commune, avec l'association Jardin aussi, pour pouvoir faire découvrir au public la zone humide, ce que c'est. Depuis 1900, plus de 64% des zones humides dans le monde ont été asséchées ou perdues. L'île aux lagons en possède à elle seule 5800 hectares, soit 14% du territoire. Un chiffre très important, même si seuls 1600 hectares de cet écosystème, vital pour la survie de l'humanité, restent épargnés par les dégradations de l'homme. Merci à toute l'équipe de Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. Avec nos invités, on va les présenter parce qu'ils sont évidemment sur le plateau. Vous avez vu tout à l'heure Anne-Constance Onguena, on va lui redire bonjour, honneur aux dames. Bonjour Anne-Constance. Bonjour. Et on a également monsieur Ali Dina qui est adjoint au maire à la ville de M'Sangamouji. Monsieur Ali Dina, bonjour. Bonjour. Dans le micro s'il vous plaît. Bonjour. Et on a monsieur Touvignon qui est avec nous. Monsieur Touvignon, bonjour. Bonjour. Et enfin, monsieur Dimassi. Bonjour. Bonjour à vous. Messieurs, on va commencer avec vous, monsieur le maire de M'Sangamouji. Quels sont les résultats déjà visibles pour la lagune ? Les résultats, c'est Oui. il y a moins d'impact sur les aménagements qui étaient en cours, moins de construction, moins de culture de songe, moins aussi de défrichage au niveau des paléotiviers. Donc la sensibilisation est en cours et petit à petit la population prend conscience que c'est une zone, c'est une richesse pour la commune qu'il faut protéger. Oui. Alors ça, c'est les résultats qu'on peut voir aujourd'hui. Dans un instant, on va évoquer ce qu'on peut espérer à moyen et à long terme. Mais tout de même, monsieur le maire, on a vu une mosquée construite au cœur de la lagune. Oui, mais la mosquée, elle était là depuis bien longtemps. Avant même la lagune, peut-être. Elle était avant qu'on décide que c'est une zone protégée où il y a moins de... Mais avec l'implication de l'État et de la commune et du département, nous avons réussi à empêcher qu'il y en ait peut-être d'autres mosquées qui se construisent ou d'autres bangas ou cases qui se font, puisque avant il n'y avait pas cette sensibilisation pour empêcher les gens justement de construire dans cette zone. Alors, demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, qu'est-ce que vous espérez gagner sur la lagune, en tout cas sur les comportements que l'on peut voir? Alors, nous pensons déjà préserver le site tel quel ou peut-être améliorer avec les professionnels. Ils pourront nous dire ce qu'il faut faire pour valoriser encore plus le site. Nous espérons aussi accueillir plus d'espèces endémiques, le crabier blanc qui viennent nicher sur la zone. Bien sûr. Et puis valoriser le site, que les gens puissent venir visiter le site sans le dégrader. Et vos administrés, ils comprennent l'importance du travail qui est effectué par vos équipes?
Tout à fait, puisque nous avons une association très active sur Msangamouji, Ouais. l'association Jardin de Msangamouji, Mais qui relaie l'information. Et là où je vous dis, c'était en fin de semaine dernière, nous avons eu une réunion à la DEAL où il était question de faire des panneaux d'indication pour sensibiliser, pour indiquer, puisque jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est un terrain qui est vague, non balisé, il n'y a pas de panneaux d'indication. Donc c'est toujours difficile pour la population qui ont eu Bien sûr. des habitudes millénaires et au jour, on leur dit... Du jour au lendemain, les choses changent, quoi. Les Ouais. choses changent. Donc Ouais. il faut qu'il y ait un travail de terrain qui se fait. Ouais. Et ce travail se fait par la municipalité, mais aussi par l'association. Et la DEAL, je crois, qui est aussi Oui, dans la DEAL est dans la aussi, danse. et le Abassi, département. Dimassi, en synthèse du reportage que l'on vient de voir, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ce qu'est une zone humide? Alors, comme a été dit lors de la Ouais. présentation, Ouais. une zone humide se caractérise principalement par la présence d'eau. Donc, que ce soit une présence, on va dire, pérenne ou temporaire. Une zone humide se caractérise par l'eau. Et donc, cette présence d'eau fait que du coup, on a une faune et une flore particulières qui se développent et qui habitent sur ces zones. Donc, voilà, on va dire simplement une zone humide, c'est une zone où on a une présence d'eau. Oui, ça paraît évident, mais derrière, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que dans cette zone humide, eh bien, c'est là qu'il y a la vie. Exactement, c'est-à-dire que les conditions particulières de la zone, de l'écosystème, Oui. fait que du coup, on a une faune et une flore particulières. C'est ça. Pour prendre l'exemple de la lagune d'un bateau, parlant de flore, on sait que sur cette lagune, il y a 2 espèces qu'on retrouve à Mayotte que dans cette zone-là. Ouais. Ces 2 espèces, il s'agit de 2 herbes, on va dire. Je ne vais pas citer de noms scientifiques qui ne parleront à personne. Ouais. Mais en gros, c'est 2 espèces qu'on retrouve à Mayotte uniquement dans la lagune d'Ambato. Et donc ces espèces-là, on les retrouve nulle part ailleurs en milieu naturel sur Mayotte. Ah bah si, il y a beaucoup de zones humides à Mayotte. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on évalue à 4% du territoire qui est constitué de zones humides. Et à peu près 14%, on va dire, de zones de potentialité. Donc, en gros, des zones humides plus ou moins dégradées. Voilà. Ouais. Loïc Touvignon, on rappelle, hein, vous êtes chef de service départemental de Mayotte, inspecteur environnement. Quelles sont les principales pressions sur les zones humides? Est-ce qu'elles sont d'abord humaines? Donc, les principales pressions qu'on trouve sur les zones humides sont effectivement anthropiques, donc humaines. Ouais. On retrouve donc l'urbanisation, l'agriculture, les dépôts sauvages aussi de déchets. Ouais. Donc en gros, ça concerne donc tout ce qui va concerner donc le remblaiement, le drainage, les constructions, les plantations de monoculture. Toutes ces activités portent atteinte aux fonctions donc hydrologiques et hydroécologiques donc de la zone humide et donc en fait altèrent donc et fragmentent donc les habitats de la zone humide. Comment le développement social et économique met-il en danger la zone humide? Et déjà, est-ce que véritablement il le met en danger? Développer économiquement notre île, on en a besoin. Je ne suis pas sûr qu'il faille opposer donc on va dire les 2 thématiques. Bon, il faut les zones humides, donc les conditions donc d'écoulement et d'infiltration des eaux, les types de sols qu'on va retrouver en règle générale dans les fonds de vallée, dans les estuaires, sont favorables aux zones humides. Et le développement rapide de la population mahoraise, des infrastructures urbaines et économiques sont aussi naturellement orientés vers l'aménagement des terrains plats. Donc de fait, effectivement, il peut y avoir effectivement on peut mettre une concurrence, on va dire. Après, la législation en vigueur impose donc que toute installation, ouvrage, activité ayant un impact donc sur les zones humides impose donc au maître d'ouvrage de constituer donc un dossier loi sur l'eau qui soumet donc le projet à déclaration ou autorisation dans le respect de la séquence éviter, réduire, compenser. Cela implique que le maître d'ouvrage doit prévoir un aménagement ou une activité avec le moindre impact sur le milieu naturel. Et dans l'éventualité où le projet aura un impact irrémédiable, le maître d'ouvrage doit compenser. Par exemple, pour 1 hectare de zone humide remblayée,
on devrait prévoir normalement 3 hectares de zones humides réhabilitées. Oui. Et ce sont c'est ce qui est indiqué dans le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux donc de Mayotte, qui est le document en fait du suivi de la politique de l'eau, logiquement à l'échelle du département. On va en parler dans un instant de la gestion. Le non-respect donc de ces réglementations et donc de cette législation se caractérise donc par un défaut de déclaration qui constitue une infraction contraventionnelle, infraction de 5e classe avec une peine d'amende maximale de 1 500 €. Ah oui. Et donc un défaut d'autorisation qui constitue une infraction délictuelle avec une peine de prison d'1 an maximale et de 75 000 € d'amende. Loïc, lorsqu'une zone humide disparaît, quelles sont les conséquences pour nous, habitants de Mayotte ? Alors, lorsqu'on porte atteinte aux fonctionnalités d'une zone humide par le remblaiement ou l'assèchement, on porte atteinte à l'hydrologie du bassin versant. Ouais. C'est-à-dire ça veut dire quoi ? Parce que c'est compliqué, là. C'est-à-dire que, on va dire que l'atteinte se matérialise par la diminution des soutiens des débits d'étiage qui vont donc impacter donc la ressource en eau en règle générale, que ce soit les nappes ou les débits de cours d'eau donc, ou les nappes phréatiques, la diminution des pouvoirs de rétention du bassin versant, de la rétention donc d'eau du bassin versant, pouvant retarder donc l'onde de crue du cours d'eau, induisant donc des atteintes sur la sécurité des biens et des personnes. Ouais. L'accélération de l'érosion des berges et l'incision des lits de la rivière, induisant donc aussi des atteintes sur la sécurité des biens et des personnes. La diminution du pouvoir de rétention des sédiments qui implique une augmentation des apports de fine dans le lagon et le cours d'eau, en l'occurrence au passage, et la diminution donc du pouvoir de rétention des intrants agricoles, ce qui augmente le lessivage des intrants vers le cours d'eau et le lagon. Ah bah si, Dimassi, on rappelle, vous êtes chargé de mission au CBNM. C'est quoi un plan de gestion des zones humides ? Ça veut dire quoi ? Et ça consiste en quoi précisément ? Alors tout d'abord, avant de dire ce que c'est qu'un plan de gestion de zones humides, on va parler tout simplement de ce que c'est qu'un plan de gestion d'espace naturel. Oui. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plan de gestion d'espace naturel ? C'est un document qui regroupe l'ensemble d'informations d'une zone naturelle particulière. Donc aussi bien les informations disponibles sur la faune et la flore. Et donc c'est un document aussi qui définit les objectifs à atteindre en termes de gestion. Donc à l'état actuel, on a une zone naturelle avec ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif ? Quels sont les enjeux et quels sont les objectifs qu'on se fixe pour le moyen et long terme ? Qu'est-ce qu'on veut arriver pour notre zone ? Donc c'est ça. Et donc dans le cas d'un plan de gestion d'une zone humide ou des zones humides de Mayotte, là c'est faire l'état des lieux des zones humides actuellement à Mayotte pour réfléchir à quelle gestion, à quels moyens on veut mettre en place pour arriver à quel résultat. Donc voilà. Pour ce qui est de la lagune d'Ambato, le plan de gestion, c'est le document qui définit les actions à mettre en place sur site. Donc à Ambato, monsieur le maire, on met en place cette pratique, elle existe ? Oui, elle existe. Ouais. Et dans quelles conditions elle est mise en place ? Elle est mise en place en collaboration avec tous les partenaires, l'ADA, le département, mais aussi la mairie et l'association, pour pouvoir arriver au résultat. Ouais. Il y a d'autres exemples de mise en place de ce plan de gestion ? Alors, pour le cas de Mayotte, on a une réserve naturelle nationale. On a un plan de gestion de la réserve de Mbouzi, par exemple. En gros, pour tous les milieux naturels avec une gestion, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion, qui peut être simplifié, mais en tout cas, il y a un document qui fixe les objectifs à atteindre. Ouais. Loïc, est-ce que l'homme, au-delà de l'aspect théorique, mais est-ce que l'homme met vraiment en danger notre lagune ou nos lagunes ? Est-ce qu'il y a vraiment danger, ou on essaie juste de préserver ? Clairement. Disons que sur ces dernières décennies, le développement de Mayotte, on va dire, porte atteinte quand même aux zones humides. On a quand même une érosion. Enfin, au final, on a quand même des cœurs de zones humides qui sont en diminution.
On a des espaces de potentialité dont on parlait tout à l'heure, qui sont la plus grande partie, 14% du territoire, qui sont en fait des zones humides qui ont été impactées. Et quelque part, au final, on aura une érosion de la biodiversité. Alors, il y a la notion d'érosion de biodiversité parce qu'on a effectivement une atteinte au milieu naturel. Après, il ne faut pas non plus oublier donc, les services qui sont rendus par les zones humides donc, à l'homme, les services écosystémiques, qui vont quelque part permettre d'avoir l'alimentation en eau potable conséquente, qui vont permettre de la sécurité des biens et des personnes par rapport au risque inondation. Bon, après, c'est un tout. C'est l'homme qui défait, mais c'est aussi l'homme qui peut reconstruire, empêcher les problèmes que l'on connaît sur les lagunes. L'idée du plan d'action zone humide, c'est quelque part de pouvoir hiérarchiser donc un peu les types de zones humides et les zones humides qu'on a à l'échelle du département pour pouvoir orienter, dans le cadre de la compensation, la réhabilitation donc, de zones qui sont potentiellement, qui peuvent revenir assez rapidement donc, à un niveau naturel intéressant et qui vont donc et de garder donc du coup de garder donc la fonctionnalité donc de la zone humide concernant donc la protection des biens et des personnes. Messieurs, vous restez avec nous en plateau. On va parler chiffres avec Anne-Constance qui est avec nous. Bonjour Anne-Constance. Bonjour. Ouais, on va évoquer un certain nombre de chiffres. J'ai évidemment des questions à vous poser qui n'ont pas forcément de lien avec ce dont on vient de parler, mais c'est toujours intéressant. Combien l'outre-mer français compte de kilomètres de récifs de corail? C'est une colle, hein? 5,60. Vous avez révisé, Constance. 5,76 millions de kilomètres carrés, énorme. soit 10% de la superficie mondiale de corail est abritée par l'outre-mer français. Et les deux départements les deux territoires, qui apportent le plus de kilomètres, c'est Mayotte, évidemment, et la Nouvelle-Calédonie. C'est génial. Génial, c'est tout simplement incroyable. En France, les zones humides, comment elles se comportent? Elles s'agrandissent? Elles disparaissent? Non, elles ont plutôt tendance à s'agrandir ces dernières années grâce aux efforts qui ont été faits au travers des plans de gestion. Néanmoins, 62% des zones humides ont disparu dans le courant du XXe siècle. Donc c'est quand même beaucoup et ça illustre ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on met en place des plans de gestion, on répare et on permet ainsi de retrouver des zones humides dynamiques. Et pour Mayotte, il y a 1600 hectares de zones protégées et 825 de zones humides d'intérêt international, donc inscrites à la convention de Ramsar. Ah oui, ça plaisante plus là. Voilà. Et les 800 autres hectares ont été détériorés par les activités de l'homme. Combien une zone humide peut-elle stocker d'eau en un hectare, enfin sur un hectare? Au maximum 15 000 mètres cubes d'eau par hectare. Et c'est un peu ce que disait Loïc. Je ne sais pas si c'est important ou ça l'est pas. Si, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et ça fait partie des services rendus par la zone humide à la population. Ah oui, c'est un formidable réservoir d'eau pour quand on en a besoin. Et c'est aussi une formidable éponge en cas d'inondation. Et en même temps, il y a un pouvoir purificateur d'eau qui est exceptionnel à travers les zones humides. Donc c'est essentiel à la vie de l'homme sur la Terre. Merci beaucoup Anne-Constance. Merci également à tous nos invités. On y reviendra sur la zone humide parce que Dieu sait que c'est quelque chose d'important. C'était la première de la deuxième saison de Agir pour l'environnement. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Ça sera sur la même chaîne, à la même heure, avec d'autres invités. D'ici là, soyez extrêmement prudents. Je vous dis au revoir.